beaucoup. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Débat 24 s'annonce aujourd'hui, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission. Henri Nguindou à la présentation. Toujours en ce qui concerne la prétendue surfacturation, en ce qui concerne ce que certains appellent scandale financier au pays. Aujourd'hui, j'invite une fois de plus M. Christian Malenga. Il a plusieurs casquettes, doctorant, entrepreneur, acteur public. Avec lui, on va aborder la question, n'est-ce pas, qui concerne la prétendue surfacturation, les enquêtes réalisées par l'IGF, n'est-ce pas, les conclusions de toutes les parties prenantes, mais aussi l'interview qu'a accordé le ministre Nicolas Kazadi à Roger Muntu depuis les États-Unis. Voilà, on va aborder toutes ces questions. Et du coup, Christian Malenga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Henri. Je suis très ravi encore une fois de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis très content, vous avez répondu présent, vous êtes toujours disponible pour nous et nous en sommes très reconnaissants. Justement, quand il s'agit de la vérité, nous avons toujours le temps pour passer afin d'éclairer l'opinion sur différents sujets qui chauffent. Nicolas Kazadi a accordé une interview à mon confrère Roger Muntu. Comment avez-vous apprécié cette sortie médiatique de l'Argentin national? J'ai pris ça comme une intervention qui est venue éclairer une fois de plus notre lanterne en ce qui concerne ces différentes accusations dont il est victime. De ce point de vue, je m'en vais tout droit pour essayer un peu dans la même lignée de rebondir sur différentes questions que vous allez me poser. Il y a de nouvelles révélations aux 400 millions dans le cadre du projet de forage. On ne comprend plus qui annonce les vrais chiffres ou qui trompe qui. Oui, ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est que je constate personnellement une forme de populisme. Des populismes exagérés de la part de M. Gilles Alinguete, qui est en train de désacraliser l'institution censée être neutre, mais qui l'utilise à des fins politiques pour pouvoir régler des comptes à ses différents adversaires de demain, tout comme d'aujourd'hui. Je crois très récemment là, j'étais des passages sur votre chaîne de télévision. J'avais essayé de montrer, sur base du communiqué officiel que j'ai lu, que j'ai frémé d'ailleurs, vous pouvez aussi prendre connaissance. J'ai lu les communiqués en question, donc répondant aux accusations du très médiocre journaliste Israël Mutombo. Non, sur moi. Ça n'engage. Ça n'engage pas pour moi, oui. Sont pas pour moi. Parce que tu vois, ce sont des gens pour qui on avait beaucoup d'estime, des gens qu'on suivait, mais aujourd'hui nous sommes rendus compte qu'on s'était trompé. Il a parlé d'un détournement de plus de 390 millions de francs congolais dans le cadre du projet de forage, qu'ils appellent abusivement forage. Pourtant, ce sont des mini-usines de production et de purification d'eau. Le projet en question, il est estimé à 390 quelques millions,
dont la compte a été versée à la hauteur de 71 millions. On n'a jamais déboursé plus de 100 millions dans le cadre de ces projets. Les 71 millions équivalent à 241 stations qui devaient être disponibilisées. Et s'il faut avoir d'éclaircissement ou un rapport suivi, évaluation de ces projets, je crois qu'on doit se référer au ministère des tutelles. Dans le cas échéant, c'est le ministère du développement rural. Mais nous avons aussi appris que selon le clause du contrat, il fallait qu'à chaque phase, tout comme par an, que l'entreprise Stever remette à l'État congolais combien de mini-forages de bon, il y a... de décent. On parle de 200, tantôt on parle sur le coût global, on parle de 1340. Qu'est-ce qu'on devra retenir? Il y a sur ce document, que vous prendrez peut-être soin de lire à nos téléspectateurs, c'est un accès de réception répliquant normalement à une demande supplémentaire de financement de la part du ministère du Développement rural. Cet accusé de réception a été rédigé par le cabinet du ministère des Finances, qui réplique sur un paiement supplémentaire sollicité. Le cabinet du ministre fait voir que les taux d'exécution ne corroborent pas avec les fonds déjà déboursés. Il n'est pas convaincant. Donc, justement, donc il fallait qu'il y ait un rapport détaillé avec les travaux déjà bien visibles sur terrain pour qu'il y ait un paiement supplémentaire. Mais quand on parle d'un détournement de plus de 400 millions, ça peut être de la chimère. Très bien. Est-ce que vous êtes aussi convaincu qu'il y a eu, selon les termes du contrat, selon le rapport que nous avons lu, les enquêtes menées, on démontre qu'il y a eu remise des forages, en fait, de mini-usines de production et purification d'eau pour la ville, province de Kinshasa, au mois de mars, qu'il y a eu une remise de 9 mini-usines. On parle de Kimpoko, si je ne m'abuse pas. Il y a déjà des forages qui sont opérationnels, des mini-usines qui sont opérationnelles à ce jour. C'est pourquoi je suis en train de vous référencer surtout au ministère des tutelles, justement, pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité. Parce que tout ce que nous pouvons dire à travers la télé, ça ne peut qu'être des inventions ou soit des réalités, mais que vous pouvez vous-même vérifier sur terrain. Je crois, en ce qui concerne cette question, il y a le ministère du Développement rural qui est mieux placé. Ce n'est même pas le ministère des Finances qui doit nous faire ces rapports. Donc celui qui a la personne habilitée ici, c'est le ministre du Développement rural qui doit nous donner ces différents détails et ces différentes informations en rapport avec l'évolution de ces différents travaux. Mais c'est sur base de quel réajustement sommes-nous arrivés de 1000, en fait, sommes-nous partis de 1000 forages vers 1340? Oui, qui a déniché que la République est en train de perdre? C'est ça la vérité que nos différents intervenants à travers les médias ne veulent pas dire aux gens. Vous savez, je suis très choqué d'ailleurs de voir des gens pour qui on avait beaucoup d'estime. Personnellement, moi, je suivais beaucoup la chaîne Boussole la politique. Je suivais beaucoup le journaliste Israël Mutombo. Mais je l'ai lu à travers un tweet dans lequel il dit qu'il est en train d'énumérer les différents péchés du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, parmi lesquels il cite son vrai péché, c'est aussi d'attribuer des marchés gré à gré. Okay. Bon, je me demande, lorsque, donc, au travers des textes légaux dont j'ai pris connaissance via la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 qui régit les marchés publics en République du Congo. Nulle part j'ai vu interdit le marché des gré à gré. Nulle part j'ai vu l'interdiction des marchés gré à gré et nulle part je vois là on fait intervenir le ministère des Finances dans l'attribution des marchés publics. Le ministère des Finances n'intervient pas dans l'attribution des marchés publics, que ce soit au niveau du lancement d'appel d'offres, parce que c'est le ministre des ministères des tutelles qui lance l'appel d'offres. Lorsqu'il lance l'appel d'offres, et dans ce dossier, il n'y a pas eu appel d'offres, c'est le ministère des tutelles, qui est le ministère du Développement rural, qui a sélectionné
l'entreprise qui devait exécuter les travaux. Et quand on sélectionne comme ça, pour attribuer les marchés de gré à gré, il faut qu'il y ait l'avis des non-objections de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Okay. Sans cet avis-là, aucun marché ne peut être possible. Un marché public ne peut être possible. Parce que les gens sont en train de confondre. Les gens trouvent que le marché public, c'est comme un contrat qu'on signe entre individus. Entre privés. Entre privés. Non. Mais les marchés publics sont régis par la loi. Très bien. Les marchés publics sont régis par la loi. Et on a conçu cette loi de telle sorte qu'il n'y ait pas un seul individu qui devra à lui seul avoir le monopole de pouvoir attribuer un marché public. Donc, lorsque le ministère des tutelles, qui est le ministère du développement rural, dans ce cas, sélectionne une entreprise qui devra exécuter les travaux, il ne décide pas à lui seul de pouvoir le faire. Il va contacter la Direction générale du contrôle des marchés publics, qui, à son tour, après avoir pris connaissance du contrat et de l'entreprise qui va exécuter les travaux, va soumettre aussi à l'Agence de régulation des marchés publics, qui est un organe sous tutelle de la primature. Très bien. C'est l'ARMP qui va valider le contrat. Une fois le contrat validé, ainsi on va voir les autorités approbatrices, ceux qui vont devoir approuver les marchés. Parmi ces autorités-là, nous avons la primature, nous avons le ministère des budgets, nous avons le ministère des tutelles, qui est ici le ministère du développement rural. Je vais revenir un peu sur ça, parce que je crois que j'en avais dit la fois dernière, mais aujourd'hui encore je répète, pour que les gens comprennent que dans le cadre de ce projet, si le marché a été passé de gré à gré, justement, il a été aussi accompagné d'un avis, d'une objection émis par la Direction générale du contrôle des marchés publics. Très bien. Il y a une correspondance dans ces débats, il y a une correspondance qui date de 2021, selon laquelle le ministère du Développement rural avait adressé une correspondance au ministère de Finances. Et que celui-ci avait répondu. On parle du mois d'avril et mois de mars. C'est ça même l'accusé de réception de la correspondance du ministère du Développement rural adressée au ministre des Finances pour solliciter un paiement supplémentaire. Et le ministre des Finances lui a fait voir qu'il était impossible de pouvoir faire un autre acompte parce que les taux d'exécution et le paiement déjà perçu ne corroboraient pas. Et pour répondre à la question de savoir comment on est parti de 1000 à 1340 forages. Voilà. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'était pas aux affaires lorsque ce projet a été initié. Très bien. Il n'était pas aux affaires. Une fois aux affaires, on lui a présenté le projet. Il a jugé que les coûts étaient trop élevés. Ayant jugé cela, il s'est rendu compte, il a appelé le ministère des tutelles. Dans cette même correspondance, c'est bien précisé. Il a appelé le ministère des tutelles. Il a fait voir que le projet a un coût exorbitant, d'où il fallait revoir. Le ministre des tutelles a vu l'entreprise qui devait exécuter le projet. Ils ont revu à la hausse le coût du projet. C'est ainsi qu'on est passé de 1000 à 1340. Donc c'est sûr, c'est grâce à la technicité et le savoir-faire du ministre des Finances qu'on a pu bénéficier de 34% de réduction. Très bien, sur le projet. Sur le coût total du projet. Donc on a bénéficié de 34%. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la pertinence de cette histoire. Mais à quel moment ou à quel niveau il y a ces débats de 71 millions de dollars décaissés en procédure d'urgence sans respect de mécanismes? Non, mais la procédure d'urgence n'est pas interdite par la loi. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché d'avoir opéré le paiement en procédure d'urgence. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché, moi, à ce niveau. Parce que le projet là aussi, c'est un projet d'urgence. Très bien. Vous avez des gens, vous avez une catégorie des Congolais qui boivent une eau impropre, une eau impure, et vous dites qu'il n'y a pas d'urgence. Ça fait partie des priorités de chef de l'État. Mais c'est une urgence, c'est une urgence. Très bien. Alors, j'ai appris au travers mes sources au niveau de
au niveau de l'inspection générale de finances, IGF, qu'il aurait eu une réunion entre le consortium Stever et Sotrad, et au cours de cet entretien, il n'y a aucune référence faite où il n'y a personne qui a parlé ou quelqu'un qui a abordé un chapitre lié à une quelconque prétendue superfacturation ou UPER ou voilà. Oui, mais est-ce que ça dédouane Nicolas Kazadi ou c'est pas moi? Non, ici, je veux faire remarquer qu'il n'est pas question de dédouaner Nicolas Kazadi. Très bien. Personnellement aussi, je ne suis pas venu dédouaner, mais nous sommes venus rétablir la vérité. Très bien. Parce qu'on n'a pas parlé de la vérité, c'est comme la lampe qu'on ne peut pas cacher en dessous d'une table. Ouais. Donc, il est ici question d'une machination politique. Donc, d'un coup monté, qui malheureusement a raté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle détournement? Je prends l'exemple dans ce projet. Ouais. Le projet était évalué, par exemple, à 300 millions. Nicolas Kazadi a sorti 350 millions. Ah, ça, c'est un détournement. Voilà. Soit Nicolas Kazadi a autorisé qu'il y ait un paiement, par exemple, de 200 millions, que lui-même est allé récupérer. Très bien. Et que en récupérant, il a peut-être remis 150 millions à l'entreprise exécutante du projet. Vous voyez? C'est ça le sens du détournement. Et la bêtise sur la surfacturation, c'est une invention montée on a de toutes compris pièces. Que c'est vraiment... C'est une invention montée de toutes pièces. C'est de la fabulation, comme on dit. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de comparer des forages que nous avons ici à Kinshasa. Eh bien, voilà. On creuse. C'est ça la question que je posais. Est-ce que ce sont des forages d'irrigation et ici nous parlons, disons, d'un forage... Ce ne sont pas des forages ordinaires, comme je l'ai dit autrefois. Ouais. Donc, on creuse un puits, on commence à y faire entrer un seau pour soutirer de l'eau. Soit on creuse un puits, on introduit une pompe hydraulique qui va commencer à sortir de l'eau. Comme non. Chez moi, au village, Ça c'est comme la régie des eaux, mais d'une autre manière. Donc une eau qui sort de la terre, avant d'être consommée, elle est traitée. Vous avez quelqu'un qui a un forage comme ça qui traite l'eau ici à Kinshasa? Non, je crois. Soit à travers les pays, il n'y en a pas. Pourquoi les gens ne peuvent pas s'habituer aussi à la nouvelle technologie? Ils n'ont jamais vu ça. Ils appellent ça abusivement forage. Ça c'est... Et puis j'ai constaté dans ce truc un usage abusif des médias. Ouais. Un usage abusif des médias. L'instrumentalisation des médias. On a instrumentalisé la population, comme quoi Nicolas est tourné. Entrez sur Twitter, vous allez voir. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que les gens ont commencé à comprendre que c'était une instrumentalisation de la part des journalistes Israël Mutombo. Je ne sais pas s'il avait des comptes à rendre à son excellence Nicolas Kazadi, mais sa façon de communiquer sur l'affaire, en mentant d'ailleurs, c'est très dangereux quand il y a un journaliste pour qui on a beaucoup d'estime et beaucoup de considération en train de mentir comme ça. Il ment sur toute la ligne. Est-ce que vous pensez que la presse a abusé de la population, laquelle population est un peu sensible au concept des tournements? Mais les traits de son mensonge sont tels que quand il dit Nicolas Kazadi octroie les marchés des gré à gré. Le ministre des Finances ne peut pas attribuer un marché public. Ce n'est pas dans ses attributions. Moins encore, décider sur l'attribution des marchés publics. Soit participer, soit y mettre sa signature dans un marché public, nulle part. Il a été écarté de cette procédure. Il a été complètement écarté de cette procédure. Mais je pose une question, parce que j'ai suivi un monsieur sur Top Congo, un internet sur Top Congo, qui parle du chiffre total de financement. Il ne parle pas de 398 tel que vous l'avez dit ici, mais il lui parle de 400. Il parle de 400 millions. Oui, mais ce sont des mendiants. Il parle de 400 millions. Oui, mais ce sont des mendiants à qui on a... Top Congo. Justement, ce sont des mendiants à qui on a remis des billets verts pour venir jeter leur propre
soit de discrédit sur la personne de Nicolas Kazadi. Est-ce que Nicolas va-t-il aller en justice contre ces journalistes qui... Bon, j'ai suivi sa dernière sortie médiatique depuis Washington, au cours de laquelle il a dit qu'il devra faire un droit de réponse. Très bien. Je crois au cours de ce droit de réponse. Pas parce qu'il a dit, si jamais il décidait d'aller en justice, ils diront qu'il a utilisé de sa position de ministre pour pouvoir faire emprisonner les gens et tout. Les journalistes. Voilà pourquoi il a préféré. Il a préféré. Mais si le journaliste en question, ici je cite Israël Mutombo, comme c'est lui qui a tenu ces allégations, il est encore obligé de lui accorder un droit de réponse. S'il ne le fait pas, justement, le ministre aura tout son droit de pouvoir les traduire en justice. C'est vrai que la question que je dois devoir vous poser, elle est censée être posée, n'est-ce pas, au ministre du Développement rural. Mais est-ce que vous pensez qu'un forage peut coûter le prix qu'on a donné dans le média, le prix que l'autre la dénonce, Israël Mutombo? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais au vu des éléments que j'ai eu à scruter, je me suis rendu compte que vous avez mené une enquête. J'ai mené une enquête. Oui, j'ai mené une enquête. Au vu des éléments que j'ai scrutés, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une quelconque surfacturation. N'oublions pas que ces entreprises sont entreprises privées. Ce sont des entreprises qui recherchent des lucres. Parce qu'on peut imaginer qu'une seule mini-usine revient par exemple à $220 000. Mais ces gens ont des coûts à supporter. Ouais, effectivement. Ces entreprises doivent survivre. Ce sont des capitalistes. Ils ne les font pas comme ça gratuitement pour aider l'État. Encore faut-il dire aux gens que le monsieur qui pilote les projets, les responsables de l'entreprise, il n'est pas congolais. Ok, c'est notre révélation. C'est pas un Congolais. Donc il fait son business, il doit aussi gagner. Oui, mais il y a pas quand on parle de la surfacturation, c'est comme si c'est un truc qui revenait à $20 000 qu'on a surfacturé jusqu'à $200 000. Et même s'il y a surfacturation, ce n'est pas le ministre des Finances qui a surfacturé. Parce que dans la procédure des passations des marchés publics, il n'intervient nulle part. Il va surfacturer comment? Est-ce que vous êtes content du travail que fait Gilles Alinguetti? Est-ce que vous êtes content du travail qu'il fait? Au départ, il nous a donné une impression telle que il était impartial plutôt. Il était clean. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que le monsieur, c'est juste un populiste qui n'est là que pour régler des comptes à ses adversaires politiques. Est-ce que vous savez, je vais vous choquer un peu. Vous savez que monsieur Gilles Alinguetti, il y a 6 ans passés, il était au gouvernement de M. Kabila. Oui, on sait que c'est un proche de Bruno Tshibala. Il a travaillé avec le Premier ministre Bruno Tshibala. Ouais. Est-ce que, avec tout ce qu'on a eu à entendre comme bruit sur la malversation financière avec le Premier ministre Bruno Tshibala, est-ce que vous l'avez déjà entendu enquêter sur sa gestion? Ça, c'est notre lumière que vous apportez au débat. Il n'a jamais enquêté sur la gestion de Bruno Tshibala. Pourquoi? Parce qu'il était son conseiller économique. Donc, c'est son protégé pour le moment. Alors, moi, j'estime que M. Gilles Alinguetti n'aide pas le président de la République. Mais par contre, il est en train de discréditer les hommes qui travaillent pour aider le président à atteindre ses objectifs. Quelqu'un m'a posé cette question de façon directe. Hein. Il dit, M. Henri, est-ce qu'il y a un conflit entre Gilles Alinguetti et Nicolas Kazadi? Je manque de réponse. Je ne sais pas s'il y a un conflit, mais au regard du comportement qu'il vient d'afficher en finançant les médias pour pouvoir, dans l'objectif de discréditer ou décrédibiliser Nicolas Kazadi, ça prouve à suffisance que le monsieur ne mérite pas notre attention. C'est un kabiliste patenté. Un kabiliste patenté qui est venu déstabiliser le pouvoir de son excellence Félix Tshisekedi. Je me rappelle de notre kabiliste qui disait moi j'ai déjà bu le sang des Kabila, je suis un kabiliste des sangs, des affirmations comme ça. Est-ce que vous avez une dernière révélation à nous faire? Parce que je voudrais passer à l'autre sujet de lampadaire, parce qu'on en parle un peu moins. Non, mais parce que lui, oui, parce qu'il veut, il fait genre, c'est lui qui est venu pour sauver le régime de Félix Tshisekedi, mais pourtant contre les prédateurs, mais il est en train d'enfoncer
il est en train d'enfoncer le régime. Pourquoi? Parce qu'il fait de fausses révélations. Très bien. En tant qu'inspecteur en chef, il a le pouvoir, lorsqu'il découvre qu'il y a eu des détournements, il peut directement aller saisir les instances compétentes. Il ne les fait pas, il choisit de chercher les journalistes pour passer sur les médias et discréditer. Il n'y a l'enquête vient d'être ouverte il y a très récemment là par le procureur de la Cour de cassation, qu'on a même salué d'ailleurs. On a salué cette initiative, mais à Linguet, tu n'as jamais pris cette initiative. Pourquoi? Mais si jamais il y avait déjà, si jamais il y avait des tournements, pourquoi ne pas saisir, comme dans le cas du Premier ministre honoraire, Matata Pogno? Il est parti tout droit vers le but. Mais pourquoi avec Nicolas, il a cherché les médias? C'est avec l'objectif de les salir, de saper sa réputation. Est-ce que vous pensez qu'Alinguet c'est un pressenti ministre dans ce pays? Bon, je ne sais pas s'il rêve de devenir ministre des Finances, mais choisir un canal comme celui-ci pour devenir ministre des Finances, c'est trop dangereux pour lui. Pourquoi? Parce qu'il devait toutefois aussi s'inspirer du travail acharné qui fait le ministre Nicolas pour pouvoir, même si jamais dans ses rêves, il est en train de rêver de devenir ministre demain, je ne sais pas s'il le deviendra ou pas, mais il devait s'inspirer de Nicolas comme un modèle. Très bien. Cette question me revient à l'esprit. Alinguet, il s'est entretenu avec les consortiums, Stever et l'autre Sotrad. Il n'est pas revenu sur une quelconque... surfacturation. Voilà. Quand même, ça étonne. Hein. Il n'est pas revenu sur ça. Voilà. Mais il a demandé au consortium de livrer les 97 mini-usines de purification et traitement d'eau, de les livrer dans les temps. Est-ce que on peut lire les signes Non, mais lui-même, à travers sa bouche, il ne peut pas dire qu'il y a eu surfacturation. Mais il a au moins envoyé des gens qui doivent instrumentaliser la population. Très bien. Parce que lui-même, il sait la vérité. Il sait qu'il n'y a pas eu de surfacturation. Et même s'il y a eu surfacturation, ce n'est pas le ministre des Finances qui l'a faite, mais c'est d'autres personnes qui interviennent dans la procédure de passation des marchés publics qui doivent avoir opéré cette prétendue surfacturation. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez le débat 24. Henri Guindou, je reçois Christian Malenga. Il a beaucoup de casquettes. Un chercheur, n'est-ce pas, un chercheur universitaire, un doctorant, mais aussi c'est un acteur public. Avec lui, nous abordons, n'est-ce pas, cette problématique devenue un scandale au pays, prétendue surfacturation, voilà, avec le ministère de Finances, Nicolas Kazadi, qui a réagi au travers d'une mission avec Roger Montou depuis les États-Unis. Et ici, nous faisons la lumière de façon pédagogique afin de permettre à la population de comprendre qu'il n'y a pas eu ce qui se raconte et que c'est une sorte de complot ourdi, une sorte de fabulation, de canular, de fourberie, n'est-ce pas, pour salir le ministre Nicolas Kazadi. Alors, je reviens vers vous. Il y a une question que j'ai vue sur X. Nicolas Kazadi, avant qu'il ne soit ministre, avant qu'il ne soit aux affaires, est-ce qu'il était citoyen lambda, comme tout citoyen lambda, parce qu'on pense qu'il s'est enrichi en étant au gouvernement? Bon, mais je l'ai dit la dernière fois que je suis passé sur votre plateau. Vous le redire, oui, il a commencé à travailler comme chargé d'études au ministère des Finances. Il fut conseiller au ministère des Finances. Il ne s'est pas fait une part belle en étant... Non, mais il a aussi travaillé lors de la réforme monétaire. La monnaie que nous avons aujourd'hui, sa réforme, je crois, de 1998-97, il a travaillé dans cette réforme monétaire. Il a travaillé dans les organismes internationaux. Il fut ambassadeur itinérant, chef de l'État. Il a travaillé au SOPNID, a-t-on appris? Oui, quand je parle des organismes internationaux, ça englobe ça. Donc, il a un parcours assez élogieux. Et pour ça, nous lui devons beaucoup de respect. Respect et considération. Beaucoup de respect. Est-ce que vous pensez que Nicolas Kazadi, c'est vraiment parmi peut-être un tout premier excellent ministre des Finances qui a apporté beaucoup de réformes dans notre pays? Bon, il y en a aussi qui ont travaillé, les anciens ministres des Finances qui ont travaillé, mais malheureusement, on n'a pas senti leur apport. Très bien. Sur les plans surtout de la mobilisation des recettes publiques, parce que c'est avec Nicolas qu'on est en train de parler aujourd'hui d'un budget de 16 milliards
C'est avec Nicolas aujourd'hui qu'on parle des réalisations des recettes publiques de 160%, 200%, 150% avec nos régies financières. C'est avec le ministre Nicolas aujourd'hui qu'on parle de réserves d'échange de l'ordre de plus de 5 milliards. Et pourtant, lui, il en a trouvé à 1,6 milliard quelque chose. C'est avec Nicolas aujourd'hui qu'on est en train d'acheter les matériels militaires. C'est avec Nicolas aujourd'hui qu'on est en train de financer une arène sportive avec une capacité de plus de 20 000 personnes. C'est avec Nicolas aujourd'hui qu'on a rénové l'ex-Mama Yemo. C'est avec Nicolas aujourd'hui qu'on a financé les élections sur notre pays. Fonds propres. C'est avec Nicolas qu'on est en train de construire les routes qui partent de Chikapa jusqu'à Kananga, Kananga, Mbujimai, Kalambambouji, Kananga. On va s'arrêter là. C'est avec Nicolas, c'est avec Nicolas qu'on parle du logiciel Logirad, c'est pas moi, Logirad, je crois. C'est un logiciel qui permet de mobiliser les recettes non fiscales qui échappait à la caisse de l'État. Très bien. C'est avec Nicolas aujourd'hui qu'on connaîtra le patrimoine de chaque citoyen congolais. Très bien, j'ai suivi ça. Ça, voilà. C'est important. Parce que, est-ce que vous savez avec moi que l'une des plus belles qualités de l'impôt, c'est l'équité. Ouais. Donc, justement, ça va permettre à chaque citoyen de pouvoir déclarer son patrimoine et de payer son impôt conformément à son patrimoine. Donc, selon ses capacités contributives, pour ne pas aller dans l'imposition forfaitaire. Parlons des lampadaires. On n'en parle pas beaucoup, mais parlons de lampadaires pour la ville-province de Kinshasa. J'ai suivi le gouverneur Gentini Ngobila dans une émission avec mon ami Ozengolo, le cadet des journalistes. Au cours de l'émission, Gentini Ngobila nie la question des lampadaires. Il dit qu'il a été bloqué par le gouvernement. Ses comptes ont été bloqués. Il n'a pas eu les financements qu'il faille avoir pour ces projets. Oh, est-ce que nous pouvons encore une fois éclairer à l'opinion que M. Gentini Ngobila était bel et bien au courant de ce projet? Mais il a nié, il a dit ne pas être au courant du projet. Il n'était pas au courant du projet. Il a affirmé, d'après ce qu'il a affirmé. Je vous passe la correspondance adressée au ministère des Finances pour solliciter le financement. Ça date du 10 juin 2022. Ville de Kinshasa, ministère provincial de Finances et Économie. Ça sont la correspondance. Oui. Qu'est-ce qui est mentionné ici? Accompagnement, financement, projet, d'éclairage public. On passe d'éclairage public, voilà. J'ai ici avec moi le contrat relatif à l'acquisition et implantation de 2594 kits solaires dans le réseau d'éclairage public de la ville de Kinshasa. Le contrat est dûment signé par, donc pour la société Soltra RDC Sarlu, Samba Batili, Samba Batili, directeur général, pour l'autorité contractante Flavien Nkoui Missouri, président. Flavien Nkoui Missouri, président ici, c'est le président du commissariat général d'énergie, pêche et élevage. Très bien. De la ville-province de Kinshasa. Vous pouvez aussi prendre connaissance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a refusé le financement? Le ministre n'a pas refusé le financement. Très bien. Le ministre a accepté le financement, mais il a fixé des conditions. Le ministre des Finances a mis l'intermédiaire qui est l'IGF. Okay. Donc, entre le ministre des Finances et l'hôtel de ville de Kinshasa, le ministre des Finances, donc entre la société Solectra et la ville de Kinshasa, pour ne pas encore vivre une fois de plus des malversations, il a mis l'IGF comme l'œil du gouvernement pour pouvoir suivre les financements et l'évolution des travaux. Très bien. On a ouvert un compte dans une des banques de la place. On a versé le fonds que l'IGF devait contrôler. Très bien.
Donc, l'IGF avait la mission de pouvoir suivre l'évolution de ses travaux. À chaque fois qu'on devait faire un retrait pour financer les 10 projets, donc l'IGF était responsabilisé par le ministère des Finances. Donc, s'il n'y a pas eu exécution des travaux, soit si la société en question a eu à livrer quelques lampadaires, c'est à l'IGF qu'on doit demander les rapports. Voilà, parce que l'IGF était responsabilisé de contrôler les fonds mis à la disposition de la société. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais accorder à mon invité une dernière prise de parole, un dernier trait d'union par rapport à ces dossiers. Par rapport à ce dossier, c'est que nous devons... Fixer la caméra. Justement, comme la fois dernière, j'avais demandé à nos téléspectateurs de toujours prendre le temps de s'informer. Accuser quelqu'un de détourneur, quelqu'un de voleur, comme je les vois à travers les médias, dans la toile, c'est pas respectueux. Pour quelqu'un qui travaille, qui sert le pays fidèlement et loyalement comme Nicolas Kazadi, nous lui devons beaucoup de respect et nous devons encourager des gens comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas venu pour faire consommer pour faire saigner les caisses de l'État, mais il est venu avec des réformes pouvant aider à l'État de beaucoup plus mobiliser les recettes. C'est un réformateur. Un réformateur. Donc, il a apporté des réformes et aujourd'hui, M. Gilles Alinguetti veut saper les efforts d'un monsieur comme ça. Donc, il a commencé à recruter les journalistes en leur donnant des faux éléments pour monter des faux dossiers. Pourquoi? Parce que la sortie du gouvernement est imminente. Mais s'il veut aussi devenir politicien, s'il veut faire la politique, qu'il enlève ses gants. Ben voilà. Qu'il entre dans la course avec les autres. Mais je ne peux pas vouloir aider la République tout en cherchant comment salir ceux qui servent cette République de la même manière que toi. De plus que toi d'ailleurs. Très bien. Ça va être la fin. Est-ce qu'il peut donner son bilan avec Bruno Tchibala? Un bilan mitigé. Voilà, on demande le bilan voilà, du régime Bruno Tchibala, lui qui était conseiller économique. Voilà, il faut aussi enquêter dans tout ça. Et même en étant à l'IGF, là, il a quel bilan? C'est des efforts de Nicolas Katadi qu'il est en train de survivre. Très bien. C'est la fin de votre émission. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74 +.